Pour terminer cette première approche de la princesse de Clèves, nous allons étudier en troisième point la réception de l'œuvre et son héritage. En ce qui concerne la publication de l'œuvre, la question de l'anonymat est importante. Madame de La Fayette n'a pas voulu, de son vivant, reconnaître qu'elle était l'auteur de ce roman, pour plusieurs raisons, et la principale est d'abord que publier un roman à cette époque est quelque chose d'un petit peu infamant. On n'écrit pas des romans, le roman est vraiment mal considéré, et donc elle qui était considérée à cette époque-là dans les salons comme quelqu'un ayant une vraie plume et comme ayant vraiment une hauteur de vue importante, elle ne voulait pas qu'on l'assimile à quelqu'un qui écrit des romans. C'est dire à quel point c'était un genre qui était assez méprisé. Ensuite, on pense que le caractère même de Madame de La Fayette était d'un naturel un petit peu mystérieux. Son surnom dans les salons, c'était le brouillard, donc c'est dire à quel point sa personnalité était un petit peu complexe. Donc on imagine que si elle a refusé de toutes ses forces de reconnaître ainsi être l'auteur du roman, c'est principalement à la fois à cause de cette dénomination de roman qui lui était souvent donnée à cette œuvre, et ensuite à cause de son caractère personnel. Le roman a eu beaucoup de succès dès sa publication. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on pense qu'elle a préféré l'anonymat, puisque ça a suscité une vraie querelle. La nature même de la querelle et les raisons de la querelle, on va les voir pendant l'étude. On y reviendra, donc je passe assez vite là-dessus. Lorsque La princesse de Clèves est publiée, on qualifie l'œuvre de nouvelle historique. Ce mot de nouvelle ne doit pas nous étonner, puisque à ce moment-là, les romans qui sont publiés sont des romans fleuves. Ils comportent plusieurs milliers de pages, plusieurs tomes. Donc évidemment, l'œuvre La princesse de Clèves ne comportant que 300 pages, cela semble être très bref. C'est pourquoi on lui donne le terme de nouvelle. Et puis on se souvient, c'était ce qu'on avait vu dans la première partie du chapitre, que le mot même de roman était un terme un petit peu méprisé. On méprisait ce type d'écrit, ça n'était pas un genre littéraire très très bien vu à l'époque. Donc nouvelle historique, mais en réalité très rapidement La princesse de Clèves va être qualifiée de roman. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce changement de qualificatif, ce changement d'étiquette? Bien tout simplement parce que La princesse de Clèves va inaugurer une nouvelle façon d'écrire des romans, et donc du coup changer la définition même de ce qu'est un roman. Alors quels sont les points qui vont redéfinir ce roman nouveau qu'on va avoir avec La princesse de Clèves? Alors d'abord tout simplement évidemment la brièveté, on vient d'en parler, et puis ensuite il y a l'analyse psychologique. Avant La princesse de Clèves, les personnages ne nous sont pas donnés dans leur intériorité, c'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement toute l'analyse psychologique, tout le flux de pensée qui peut animer un être humain. On a des personnages qui vont nous communiquer leurs pensées, mais on va plutôt deviner ce qu'ils pensent à travers leur action, ou bien on va comprendre ce qu'ils pensent à travers leurs paroles. Avec La princesse de Clèves, on a une analyse psychologique interne, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'intériorité des personnages. Nemours ou La princesse de Clèves ou le chevalier de Guise, eh bien à chaque fois nous délivrent des examens de conscience. On les voit réfléchir à eux-mêmes, on les voit s'examiner, on les voit essayer de comprendre pourquoi ils agissent de telle ou telle manière. Et donc toute cette analyse psychologique interne nous donne une nouvelle façon de concevoir le personnage de roman. Le personnage de roman est tout à fait différent dans La princesse de Clèves, et donc du coup, eh bien, ça nous donne une autre façon de décrire le romanesque. Et justement, en ce qui concerne le romanesque, eh bien, on va voir arriver une nouvelle façon de penser l'imaginaire.
avec la princesse de Clèves, l'imaginaire, ce n'est plus des aventures qui sont totalement invraisemblables. Ce ne sont plus des rapes, des enlèvements, des déguisements, des enfants trouvés qui retrouvent miraculeusement leurs parents, etc. On a une autre sorte d'imaginaire qui arrive. C'est l'imaginaire de la vie ordinaire et de l'extraordinaire qui arrive dans la routine. La vie ordinaire, c'est une vie habituelle, assez vraisemblable, assez réaliste. Et dans cette vie habituelle, il arrive des choses qui sont des choses mais extraordinaires, qui sortent absolument de l'ordinaire, mais pas au sens de la magie, non pas au sens de quelque chose qui serait aussi extraordinaire qu'un rap ou un enlèvement. Non, quelque chose extraordinaire, mais au sens de ce qui pourrait quand même arriver à chacun d'entre nous. Une rencontre amoureuse, par exemple. Voilà un nouvel imaginaire qui va se construire à partir de scènes clés dans le roman. Parce que la princesse de Clèves met en scène des moments qui ne sont pas totalement invraisemblables, qui sont des moments qui sont calqués sur vraiment quelque chose qui pourrait se passer réellement. Et donc, cet imaginaire nouveau apparaît avec la princesse de Clèves à partir de scènes comme la rencontre au bal, qui sont des scènes qui vont être réutilisées, réécrites par les différents auteurs parce qu'elles permettent au lecteur de s'imaginer tout un tas de choses et donc de réfléchir d'une autre manière. Donc le romanesque à partir de la princesse de Clèves devient un romanesque beaucoup plus proche du réel sans être complètement réaliste. On ne dit pas tout, on cache un certain nombre de choses. On ne va pas décrire un personnage comme dans les romans de Balzac, un personnage qui irait, je ne sais pas, manger ou faire sa toilette. Tout ça, ce sont des éléments qui n'interviennent absolument pas dans le roman. On reste au XVIIe siècle. C'est un réel qui est proche de l'ordinaire. C'est plutôt ça dans La princesse de Clèves. Et donc, c'est ce qui en fait un autre type de roman et c'est ce qui va définir un nouveau roman. Alors, on vient de voir comment La princesse de Clèves aboutit à une nouvelle écriture romanesque. Et on va essayer de comprendre maintenant pourquoi on utilise très souvent l'adjectif de moderne lorsqu'on parle de ce roman. Pourquoi est-ce qu'on parle, à propos de La princesse de Clèves, de premier roman moderne ? Alors, ce qui fait la modernité de La princesse de Clèves, c'est son questionnement sur les rapports entre individu et société. Comment, finalement, un individu se définit par rapport à la société ? Alors, pour comprendre cette problématique, il faut bien voir que lorsqu'on parle de société, on parle d'abord de valeurs sociales, des valeurs qui sont partagées par un ensemble évidemment de personnes qui vivent ensemble. Ce sont des conventions, ce sont des codes, ce sont des valeurs, c'est tout ce qui définit ce qu'on pourrait appeler donc une morale. Chaque société évolue et donc chaque société définit d'une manière différente sa morale, ses codes, ses valeurs. Nous n'avons pas les mêmes valeurs et les mêmes conventions aujourd'hui que nous l'avions dans les années 50 par exemple. Donc chaque société établit des codes, des conventions qui changent avec le temps. Bien entendu, les valeurs sociales qui dominent sont les valeurs qui sont adoptées par la classe sociale dominante. Dans La princesse de Clèves, il n'y a pas vraiment de problématique de classe sociale puisque nous sommes à la cour, nous sommes chez les puissants et donc les conventions sociales, les valeurs sont celles tout simplement des aristocrates, de la grande noblesse. La question qui va se poser avec La princesse de Clèves, c'est donc quelle part de liberté on a par rapport à ces conventions, par rapport à ces codes, par rapport à ces valeurs. Est-ce qu'on est libre de les respecter, mais est-ce qu'on est libre surtout de s'y opposer ? Voilà la question que pose le roman. Est-ce que j'ai le choix de ne pas suivre ces codes ? Est-ce que j'ai le choix de me dire que je n'ai pas envie de faire comme tout le monde en quelque sorte ? Est-ce que j'ai le droit de faire des choix qui sont des choix que personne ne va comprendre ? Puisque à la fin de La princesse de Clèves, il y a souvent une sorte de déception, puisque l'héroïne ne fait absolument pas ce que tout lecteur voudrait qu'elle fasse. Donc il y a
une interrogation dans le roman sur la part de liberté qu'on a lorsque on est face à une situation. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce qu'on peut comprendre des choix qui ne seraient pas les choix de tout le monde? Voilà la manière d'interroger différemment qu'on va trouver dans La Princesse de Clèves. Et c'est pour ça qu'on va dire que le roman est moderne, puisque juste après la publication du roman, il va y avoir un certain nombre d'auteurs qui vont reprendre cette question du lien entre individu et société, du lien entre individu moral et société. C'est pourquoi le titre du parcours qui a été choisi pour étudier cette œuvre au niveau du programme national, c'est donc individu, moral et société. Comment est-ce que ces trois mots fonctionnent ensemble? Quelle est la part de liberté qu'on a lorsque on est face à des choix moraux, à des choix qui pèsent sur notre conscience? Eh bien, finalement, qu'est-ce qui va nous pousser à faire ce choix? Qu'est-ce qui nous pousse à refuser un certain nombre de choses qui sont pourtant des choses qui sont admises dans la société? Donc voilà quel va être notre angle d'étude pour la suite des chapitres.